Chapitre 9. Ils mirent longtemps à revenir de la salle des générateurs. À présent que les plateformes antigraves étaient désactivées, la compagnie n'avait que la marche comme seul moyen de monter. Sur le côté nord-est de la salle, un puits remontait directement vers la surface. Des escaliers en colimaçon s'enroulaient au milieu de la paroi cylindrique en une interminable spirale. Tous les 15 mètres environ, les marches passaient devant un conduit de ventilation ou une étroite porte de maintenance. Barazine menait la charge dans les escaliers, suivi de près par Calas Typhon. « C'est une longue ascension qui nous attend pour rejoindre la guerre, premier capitaine, » fit Typhon. « Je partage ta frustration, mon frère. J'espère que la guerre viendra à notre rencontre pendant notre ascension. » Barazine pressa le pas, comme s'il sentait la proximité d'un affrontement hypothétique. Typhon se cala sur son rythme. Il avait foi en son capitaine. Il avait mené sa compagnie avec efficacité pendant le massacre de Protarchos, toujours en première ligne. Typhon avait eu quelques doutes sur la capacité de la moitié terrienne de la Death Guard à se montrer aussi implacable que la situation, ainsi que Mortarion, l'exigeait. Il comprenait que du fait de la plus grande expérience des terriens, aucun natif de Barbarus n'avait encore été nommé capitaine de compagnie, mais il s'inquiétait d'un certain laxisme chez les terriens. Barazine avait balayé ses craintes. La première grande compagnie se battait comme un seul homme. Elle était l'extension de la main de Mortarion, dont l'esprit infusait l'ensemble de la Légion. « Nous sommes tous ses fils », pensa-t-il. Le son d'une explosion retentit un peu plus loin. Le bruit était étouffé par une série de murs, mais trop proches pour avoir été causés par un des autres groupes de la Death Guard qui se battaient dans les niveaux supérieurs de la ruche. Le puits commença à trembler. Les secousses se firent de plus en plus violentes, et la température ambiante grimpa en flèche. Barazine s'immobilisa. C'était la première fois que Typhon voyait de l'incertitude chez lui. « Qu'y a-t-il » demanda Typhon. « Je l'ignore. » Le grondement devint assourdissant et s'accompagna d'un sifflement évoquant quelques serpents ivres de colère. À 30 mètres au-dessus d'eux, une lueur rouge vif illumina le puits. « Quittez les marches !» ordonna Barazine. « Prenez la sortie la plus proche. Ils ont dû faire sauter une partie de leur raffinerie. » Une cataracte de minerais en fusion dévala le puits, monstre incandescent venu dévorer la compagnie. La porte de maintenance la plus proche de Typhon se trouvait à quelques mètres en arrière. Il rebroussa chemin en dévalant les marches 4 à 4, talonné par Barazine, qui braillait dans son vox pour inciter sa compagnie à accélérer la manœuvre. La chaleur dégagée par les minerais s'abattit sur eux comme un mur. Typhon se retrouva dans la gorge d'un volcan. Les autosens de son casque hurlèrent des avertissements. Le minerai hurlant, rugissant et sifflant était juste derrière lui, et la porte était trop loin. Les parois du puits se craquelèrent. Une fissure s'ouvrit à droite de Typhon, et il s'y jeta. Au même instant, le hurlement d'agonie de Barazine emplit le vox. Puis le flot de métal fondu orange fut sur lui. Typhon percuta les rebords de la fissure, aveuglé par la douleur, puis il plongea à l'intérieur de la structure brisée du mur. Un mince filet de minerai le suivit. Typhon poussa de plus belle. Il y eut un bruit de métal brisé, et il s'abîma dans les ténèbres, entouré de gouttelettes surchauffées. Il heurta une pile de fragments de métal froissé, et des débris tombèrent sur lui. Il s'arc-bouta pour ne pas finir écrasé et calciné par l'avalanche de matière en fusion. L'effondrement finit par cesser. Les derniers flots de minerais dégoulinèrent dans les crevasses sous ses pieds, la lueur rouge se ternissant progressivement. Des pans de métal crissaient contre son armure, pesant comme la main d'un dieu. Typhon régula sa respiration et tenta de bouger. Il n'y voyait rien. Les différents filtres de ses lentilles oculaires n'affichaient que des motifs thermiques éparses. Quand il commença à avancer en rampant, toutefois, il se rendit compte d'un espace devant lui. Il avait à peine assez de place pour se frayer un chemin par la force de ses muscles, mais c'était un chemin malgré tout, et il l'emprunta. Dans l'oreille de Typhon, le vox était envahi de grésillements sporadiques irritants. Il lui sembla saisir des bribes d'une transmission, quelques syllabes prononcées par une personne en train de s'époumoner. Il essaya de répondre, mais ne reçut aucun message en retour. Les incendies et les dégâts structurels bloquaient les communications. Il était seul. Typhon ignorait quelle distance il avait parcouru lors de sa chute, et où il se trouvait par rapport aux autres. Il avança le long de la seule voie qui s'offrait à lui. Une voie sinueuse, dont les tours et les détours dans toutes les directions ne tardèrent pas à le désorienter totalement. Il évoluait dans les ténèbres les plus absolues. Il était plongé dans les limbes d'un monde en ruine. Au bout d'un moment, l'espace autour de lui s'élargit, et il fut en mesure d'avancer plus rapidement. Une déclivité soudaine le prit au dépourvu, et il tomba. Au terme d'une brève chute libre, il atterrit dans ce qui ressemblait à une goulotte d'évacuation. Il glissa sur la surface, pataugeant dans une eau saumâtre. Quand il s'immobilisa, il y eut enfin un peu de lumière, suffisamment pour que ses lentilles puissent l'amplifier et lui montrer les environs. Il avait atterri dans ce qui s'apparentait à un immense dépôt d'évacuation des déchets. Les flancs, recouverts de monticules de détritus, de matière en putréfaction et de débris, s'inclinaient en pente douce jusqu'à un réservoir rempli d'une mélasse nauséabonde où flottaient des détritus. La puanteur était suffocante, tellement épaisse qu'on aurait pu la mâcher.
Une fine couche de brouillard vert phosphorescent flottait au-dessus des immondices. La goulotte avait déposé Typhon à mi-hauteur de l'un de ses monticules. Au-dessus de lui, à une centaine de mètres, le sol s'aplanissait, lui laissant entrevoir l'espoir d'une sortie. Il commença son ascension. Il glissait à chaque fois que les déchets humides se dérobaient sous ses pieds. À la moitié de son périple, une colline à côté de lui s'effondra, et un civil en émergea en rampant. Le pauvre air était à peine humain. Sa peau, incrustée de saleté, avait la même texture que celle d'un champignon, pâle et poreuse. Elle serrait de près son squelette, exagérant la longueur de ses membres et les angles de ses articulations. Son crâne était chauve et allongé. Il n'avait plus de dents. Une langue noire pour lécher ses lèvres fines et putrides. Ses pupilles emplissaient l'intégralité de ses yeux, qui n'étaient plus que deux orbes de ténèbres luisantes. Il fixait Typhon. Ses mains laissèrent tomber le fragment de matière dégoulinante qu'il avait commencé à mâchonner, et il pencha la tête sur le côté. Il sourit. « Bienvenue, bienvenue !» gargouilla la créature d'une voix amusée encombrée de glaire. « Si tu es venu, c'est que tu es enfin venu !» ajouta-t-elle en gloussant, comme si elle était fière de sa formule. « Je te connais, fit-elle en tendant un doigt vers Typhon. « Je ne crois pas, non, rétorqua Typhon avant de recommencer son ascension. « Mais moi, je le crois !» s'esclaffa l'individu. « Est-ce que ça veut dire que c'est vrai ?» Cette question, il aurait pu la poser à lui-même, à Typhon, ou à un fantôme né de son esprit d'Hécatie. Il y répondit par une ritournelle sans queue ni tête. « Peut-être que oui, peut-être que non. Interstice et enfilade. » Typhon grimpa. L'étranger s'efforça de rester à son contact. « Mais, dit-il, mais, la question ce n'est pas de savoir comment je te connais. La question c'est de savoir pourquoi je te connais. Réponse ? Parce que tu refuses de te connaître toi-même. » Typhon se figea, sa main tressauta. Il ressentit l'envie impérieuse de braquer son lance-flamme léger sur l'étranger. Ce dernier pencha la tête de l'autre côté et sourit à nouveau, comme s'il lisait ses pensées. Typhon sentit que quelque chose tentait de pénétrer son crâne. L'étranger était un psyker complètement dément. C'est pour ça que Mortarion interdit la sorcellerie. Voilà ce qui arrive quand on ne purge pas cette affliction psychique, pensa-t-il. Il savait qu'il devait continuer d'avancer, mais une curiosité perverse le retenait. Il n'y avait personne d'autre ici, personne pour le voir converser avec le mutant. Quelques secondes de plus ne pouvaient pas lui causer grand tort. « Qu'entendez-vous par là ?» demanda Typhon. « Ce que j'entends ? Pourquoi dites-vous que je refuse de me connaître moi-même ?» Cette accusation le gênait. Il n'avait nul besoin de se justifier face à cette créature. Pourtant, il voulait que l'étranger admette s'être trompé. « J'ai dit ça, moi ?» se récria le psyker. La pression qui enserrait le crâne de Typhon reflua quand le mutant reporta son attention sur lui-même. « Oui, j'ai bien dit ça, » poursuivit-il. « C'était mal poli. Ce n'était pas une chose à dire. C'était très interstice et enfilade de ma part. » Le psyker secoua la tête, se donna une gifle retentissante sur la joue puis détala. Au bout de quelques mètres, les débris sous ses pas s'effondrèrent, et sa silhouette fut engloutie sous un torrent d'immondices et disparut à la vue de Typhon. Le Space Marine fixa le point où s'était trouvée la créature. La brume phosphorescente fut agitée de remous, puis finit par se calmer. Des mouches bourdonnaient en un nuage furieux. Typhon reprit son escalade. Il secoua la tête pour desserrer l'étau qui emprisonnait ses tempes. Il atteignit le sommet du monticule et poursuivit sa progression laborieuse sur le sol meuble. Ses pas le rapprochaient de plus en plus des bruits de la guerre. Au-delà des murs du dépôt à ordures, des moteurs grondaient, des explosions retentissaient. Il y avait une porte de soute dans le mur situé en face de Typhon, et il s'y dirigea en courant. Le mur explosa, et un char armé d'un lance-flamme pénétra à toute allure dans le dépôt, suivi d'un autre. Le premier cracha une langue de feu sur lui, à bout portant. Tout devint rouge. Un vent monstrueux le souleva avant de le plaquer violemment au sol. Sonné, il n'entendit ni ne vit rien pendant de longues secondes. Puis la douleur qui lui vrillait le crâne disparut. Il fut à nouveau en mesure de réfléchir avec lucidité. Le bruit des moteurs aussi s'était estompé, remplacé par le crépitement des flammes. Typhon se releva. La porte menant au dépôt à déchets avait été soufflée. Entre lui et la sortie gisaient des épaves de chars fumantes. Il ne pouvait déterminer leur nombre. Les carcasses semblaient avoir fusionné en un amalgame de métal supplicié. Des flots de prométhium embrasé jaillissaient de cette ruine. « Tu refuses de te connaître toi-même. » Les mots étaient moins un souvenir qu'une sorte de murmure à son oreille. Il quitta le dépôt en courant, aussi bien pour échapper au murmure que pour retrouver ses frères. Il émergea dans un vaste couloir, et 2 groupes de légionnaires convergèrent vers lui de part et d'autre. « Ton piège a fonctionné à merveille, mon frère !» le félicita l'un d'eux. « Sans ça, il nous aurait bloqués pendant un bon bout de temps. »« Une bonne opportunité des explosifs, » répondit laconiquement Typhon. « Tu aurais fait de même, mon frère. »« Menteur !»
Il n'aurait jamais réussi à faire ça. Et moi, je ne le referai plus jamais, lui dit une petite voix au creux de son oreille. Quand la compagnie de Barazine avait réussi à détruire les générateurs, les mouvements de la Death Guard s'étaient fait plus rapides pendant un temps. Ils pouvaient y voir, contrairement à leurs ennemis, totalement aveugles. Ils enfoncèrent les rangs des défenseurs, véritable cauchemar incarné. Mortarion sentait la peur et le désespoir des soldats de l'ordre comme s'ils étaient des véhicules physiques qu'ils pouvaient emprunter. Des véhicules tissés à partir de leurs hurlements et de leurs morts. Les drogues de combat de l'ordre n'étaient pas assez puissantes pour que les esclaves surmontent le sentiment d'impuissance qu'ils éprouvaient face aux géants en armure balayant leurs rangs. Les commandants n'étaient pas drogués, ils cédaient à l'effroi plus rapidement que leurs hommes, et les effets étaient d'autant plus dévastateurs. Ils avaient toujours été à l'origine de la peur qui étreignait la population de Galaspar, écrasée sous leurs bottes. Se retrouver victime d'un tel massacre leur était inconcevable. Bon nombre d'entre eux, ne disposant pas de sources lumineuses, hurlaient déjà de panique avant même que Mortarion ne fonde sur eux. Pendant cette période de ténèbres, Mortarion ne menait plus une campagne militaire contre un adversaire armé. Il exterminait un nid d'insectes. Plus il gravissait les niveaux, accompagné de sa garde du linceul, plus les autres unités de la Death Guard convergeaient les unes vers les autres pour se regrouper. Il écoutait les échanges Vox et interpréta le tableau qu'il traduisait. Barazine devait toujours se trouver en bas, car sa compagnie n'avait donné aucun signe de vie. Il lui faudra un certain temps pour revenir à la salle des générateurs, à présent que les plateformes de levage étaient inopérantes. Le reste de ses légionnaires se dirigeait vers une seule cible. La ruche était presque à lui. L'ordre était aux abois. Mortarion atteignit la base de la spire centrale. Quand il pénétra dans la pièce principale d'un manufacturum à l'arrêt, les défenseurs opposèrent une résistance aussi intense que désespérée, et totalement futile. Les soldats disposaient de sources de lumière portables, ce qui leur permettait de voir ce qui se passait devant eux. Malgré la terreur qu'instillait en eux la Death Guard, ils attaquèrent. Ils avaient des effectifs encore plus pléthoriques qu'auparavant, ce que Mortarion n'avait pas cru possible. Leur nombre était effarant. Les vagues de corps étaient davantage de murs. Cela n'avait aucune importance. L'objectif était en vue, et les chiffres sans conséquence. L'ordre arrivait à court de temps. Mortarion et son escouade traversaient les rangs de soldats et les fauchaient au passage. Ils étaient si nombreux que l'air était saturé d'une épaisse brume de sang et de chair vaporisée. Les grandes machines du manufactorum où des centaines d'esclaves mouraient chaque jour formaient d'immenses silhouettes noires en périphérie du champ de vision de Mortarion. Le sol grouillait de soldats qui rampaient comme des asticots. Il balançait silence d'avant en arrière, des corps explosaient devant lui. Il vit d'autres troupes affluer vers eux, à l'autre extrémité de la pièce. Dans sa vision infrarouge, leurs mouvements dessinaient des vagues écarlates. Il n'importait pas, leur arrivée ne changeait rien. En quelques minutes, il traversa la brume carmin qui tapissait le sol du manufacturum. « Barazine » voxa Mortarion pour établir le contact avec son premier capitaine. « Quel degré de résistance tu rencontres ?» Tarsus avait déjà indiqué qu'il affrontait des effectifs comparables aux siens, tout comme les autres unités qui convergeaient vers la base de la tour. Barazine ne répondit pas, mais une autre voix retentit. « Le premier capitaine Barazine est mort, Seigneur Mortarion. Ici le légionnaire Typhon. La compagnie est en train de se regrouper et de se diriger vers votre position. Nous avons rencontré un peu de résistance, mais nous l'avons brisée. Cela fait un certain temps que nous n'avons pas croisé d'ennemis. La ruche est à nous. » La paire de Barazine arracha une grimace à Mortarion. Il était une présence forte, un point de ralliement pour les autres. Mais la Death Guard était plus que ses officiers. Il était nécessaire qu'un plus grand nombre d'entre eux soient des natifs de Barbarus. « C'est compris, légionnaire, fit Mortarion. Calas Typhon, te voilà promu sergent. »« La ruche est à nous. Pas encore. Pas dans ce secteur crucial, se dit Mortarion. C'était l'ultime tentative pour empêcher la Death Guard d'atteindre le centre de commandement. Ils essaient de faire ce que tu avais prédit, Barazine. Ils veulent nous étouffer sous les cadavres. Ils espèrent se murer derrière leurs morts. Tu avais raison, mais tu ne le sauras jamais, et j'en suis désolé. » Mortarion changeait de fréquence Vox pour pouvoir s'adresser à l'ensemble de ses Space Marines. « L'ordre est désespéré, mais ne croyez pas que ce désespoir soit synonyme d'abattement. Ils tentent de gagner du temps. Nous ne les laisserons pas nous retarder. » Au-delà du manufactorum, l'une des branches menait à un grand escalier. Sa taille permettait à des centaines d'ouvriers de descendre des niveaux supérieurs en flot rapide d'esclaves marchant au pas. À présent, il était rempli de soldats. Ils eurent le temps de libérer une salve concentrée de leurs fusils laser avant que Mortarion riposte avec la lanterne, et que les membres du linceul déchaînent un déluge de feu de leurs lance-flammes légers. Le prométhium saturé d'agents chimiques brûlait plus longtemps et plus avidement. Il produisait également un nuage de gaz qui dissolvait les poumons après une simple inhalation. Dans le silence qui succéda au massacre, Mortarion enregistra son message tout en gravissant les marches de lithobéton fumante. La propagande de l'ordre ne résonnait plus dans les pièces de la ruche. Barazine avait tué cette voix. Mortarion créa un nouveau message.
Citoyens de Galaspar, dit-il, votre libération est imminente. La Death Guard est venue détruire l'ordre. Nous sommes son bourreau. Ne nous combattez pas. N'ayez pas peur des ténèbres. Restez derrière vos portes closes. Restez à l'abri. Attendez l'aube et vous serez libre. Une fois l'enregistrement achevé, il le transmit à toutes les fréquences Vox des compagnies. Je veux que toutes les escouades diffusent ce message en boucle par leur haut-parleur Vox, ordonna-t-il. Aussi longtemps que des ennemis se dresseront contre nous. Les chefs de chaque unité accusèrent bonne réception de l'ordre. Les rapports lui arrivèrent en succession rapide, car un nombre croissant d'escouades se regroupaient pour reconstituer des formations plus imposantes. Alors, un grondement traversa l'intégralité de la ruche. Mortarion le sentit sous ses pieds tandis qu'il approchait du sommet d'un énième escalier qu'il venait de purger de toute vie. Les vibrations étaient régulières dans sa fréquence et son intensité. Quelque chose d'énorme se déplaçait. Voilà la contre-offensive de l'ordre, c'est important, pensa-t-il. Il avala les dernières marches au pas de course. L'effroi le saisit quand il songea que malgré tous ses efforts, il n'avait pas été assez rapide. Les escaliers débouchèrent sur des portes en fer. Il les abattit d'un seul coup de faux et pénétra tout à l'heure dans la paillasse attenante. À cet instant, les vibrations cessèrent avec une dernière secousse brutale qui parcourut l'échine dorsale de cette région de la ruche. La source de ce choc semblait proche, très proche. Quand Mortarion entra dans la pièce, il eut le sentiment que tous les soldats présents à l'intérieur avaient assisté à un phénomène qu'il venait de manquer, à quelques secondes près. Ses craintes s'intensifièrent. La pièce était une salle de garde bâtie pour contenir 1 millier de soldats, et il y avait bien 1 millier d'adversaires présents. Des tourelles laser flanquaient les portes blindées dans le mur opposé. Mortarion devina immédiatement la fonction de cette salle. C'était un lieu conçu pour livrer un dernier carré. Il n'y avait rien ici, sinon un grand espace dégagé où il était possible de rassembler les défenseurs et les jeter contre les intrus pour une ultime charge. Les murs et le plafond étaient dépourvus d'ornements. Il n'y avait aucun mobilier. Dans cet espace vide, on allait tuer et y mourir. Seule une poignée de défenseurs présents étaient des soldats. Les autres étaient des êtres humains affligés de mutations. Leurs corps suppliciés affichaient des déformations bien spécifiques pour lesquelles Mortarion concevait une haine toute particulière. Leur crâne était si hypertrophié qu'ils faisaient ployer les coups sur lesquels ils reposaient, au point que certains mutants avançaient à 4 pattes. Bon nombre d'entre eux étaient affublés d'un 3e œil au milieu du front. La horde mugissait, chacun de ses membres tourmenté par le simple fait d'exister. Quand elle hurla, l'air ondula. Dans le champ de vision de Mortarion, les portes et les tourelles vacillèrent, et des gouttelettes de sang se mirent à tomber de nulle part. « Des psychers !» siffla Mortarion. La lie de l'humanité, les avatars incarnés de la sorcellerie qui ne méritaient que la miséricorde de l'extermination. Les soldats braillèrent et firent claquer leurs fouets. Au même instant, les tourelles ouvrirent le feu et les centaines de mutants le chargèrent. Désormais, Mortarion et la garde du linceul étaient le point focal de toute leur douleur. Ils hurlèrent et leurs cris ouvrirent des plaies dans le matérium. Le sol devant le primarque ondula et commença à se liquéfier. Les fissures qui lacéraient l'air vomirent des éclairs acides. Une tempête warp en forme de spirale éclata au centre de la pièce, bloquant l'avancée de Mortarion. Cette tempête était un affront qu'il prit personnellement, une riposte à l'insulte qu'il avait proférée envers l'ordre avec sa grenade Vortex. Mortarion tenta de contourner le phénomène, mais la faille ne cessait de s'agrandir. Une crevasse dans la réalité rugit un peu plus loin. Les explosions engendrées par la collision du matérium et du warp le cinglèrent de vagues d'énergie mortelle. Il subit des dégâts profonds, devint lui-même la victime d'une faux, psychique cette fois. La surface de son armure se recouvrit de cloques, puis se mit à fondre. Tout son être, de son épiderme jusqu'à ses entrailles, se détrama. Son âme flétrit, son esprit fut saisi de convulsions, assailli de souvenirs douloureux, fragmentaires, mais aussi réels que la pièce dans laquelle il se battait. Le passé et le présent se mélangèrent, et il dut lutter pour les distinguer. La douleur infligée par la tempête était également celle qu'il éprouvait en s'écroulant devant la forteresse de son père adoptif sur Barbarus, son corps ravagé par les toxines. La tempête hurla. L'un des gardes du linceul disparut, sans un cri, avalé par la gueule béante de la faille warp. Mortarion émit un grondement et se battit de plus belle contre la douleur, mobilisant toute sa volonté et sa force. Il continua d'avancer, laissant derrière lui un sillage de chair liquéfiée et de sang. « Je ne succomberai pas à la sorcellerie !» se dit-il. Pas si près du but, pas sous les coups d'une arme aussi abjecte. Il avait purgé Barbarus de toute forme de sorcellerie. Il ferait de même ici. Il progressa en titubant. Quand bien même il avait la sensation que son être allait se dissoudre d'un instant à l'autre. Il atteignit la périphérie de la tempête et ouvrit le feu avec lanterne. Des têtes explosèrent à chacun de ses tirs, et la tempête trembla. Les rebords de la faille se racornirent, et le passé commença à desserrer son étreinte, à lui rendre ses souvenirs. Il plongea en avant, et d'autres mutants se trouvèrent à portée de son arme. Il les abattit tous, et la tempête commença à se contracter. Désormais, il distinguait les tourelles.
Il exploita la fraction de seconde nécessaire aux armes automatiques pour braquer leurs canons dans sa direction et tira le premier. Les traits d'énergie firent fondre les fûts et les tourelles explosèrent, incinérant sur le champ de dizaines de Psykers. La tempête s'évanouit. Mortarion, accablé par la douleur, se força à ne pas tituber. Une brèche zébrait le centre de son plastron, mais aussi en son fort intérieur. Il se sentait coupé en deux, avait l'impression qu'au moindre faux pas, son corps se fendrait. Les plaies physiques étaient les moins graves de ses blessures. Avec un grondement rageur, il se força à appliquer son châtiment. Les mutants hurlaient d'effroi à présent, et la pièce tout entière tremblait de terreur devant lui. Ces terminators braquèrent leurs lance-flammes sur les soldats. Ils projetèrent un éventail de feu qui inonda les Psykers. Mortarion marcha droit devant lui, cerné de rideaux de prométhium embrasés, et il moissonna le sang des sorciers mutants avec silence. Avant qu'il eût atteint la moitié de la pièce, les portes situées à sa gauche et à sa droite sautèrent de leur gonds, et davantage d'escouades de la Death Guard se joignirent au combat. Peu de temps après, d'autres arrivèrent encore, y compris celles menées par Tertius. En moins d'une minute, plus aucun ressortissant de Galaspar ne respirait dans la salle. Des filets d'acide verdâtre s'écoulèrent sur le sol. L'air sanglota quelques instants, puis se tut. Mortarion s'accorda le luxe de demeurer immobile. Il respira profondément, se concentrant sur chaque inspiration afin de repousser la douleur dans un recoin de sa conscience, où elle devrait rester jusqu'à la fin de la guerre. « Es-tu en état de te battre ?» se demanda-t-il à lui-même. « Oui, alors bats-toi !» Les escouades continuaient d'affluer. « Je devrais être fier, songea Mortarion. Ses fils avaient tous réussi à le rejoindre ici, à peu près en même temps, malgré les itinéraires différents qu'ils avaient empruntés. Il aurait aimé éprouver de la satisfaction et non de l'appréhension. Nous avons été très rapides. Nous aurions dû être plus rapides encore. » Mortarion approcha de ses portes opposées. Les battants avaient été noircis par la destruction des tourelles, mais paraissaient par ailleurs intacts. Le panneau de contrôle était ravagé, mais il avait été brûlé par des tirs de laser. C'était l'ordre qui avait fait ça. Tertius le rejoignit devant la porte. « Vous pensez que le centre de commandement se trouve de l'autre côté ?» demanda-t-il. « Non, j'en suis convaincu qu'il sera mieux protégé que ça. Et pourtant, cette pièce était lourdement gardée. » Deux légionnaires attachèrent des charges explosives au centre de la porte. Les bombes à fusion détonnèrent, la chaleur teinta le métal en bleu. Les battants coulèrent comme de la cire fondue et les portes se disloquèrent, révélant ce qu'elles avaient dissimulé jusque-là. « Elle ne protégeait rien ?» fit Tertius perplexe. De l'autre côté, il n'y avait qu'un immense éboulis de gravats de lithobéton. Mortarion plissa les yeux. Sa lèvre se retroussa en un rictus de colère. « Si, fit-il. Un retard qui en amène un autre, siffla-t-il. C'était bien joué de leur part. C'était le seul moyen d'accéder au centre de commande. Le puits s'est complètement effondré. Ils ont créé une barrière et nous ont empêchés de voir cette barrière. L'aube est bientôt là. Chaque minute nous est précieuse et ils viennent de nous en dérober un grand nombre. Je veux des relevés d'augure, gronda-t-il. L'un des hommes de Tertius courut le rejoindre et balaya les lieux pour analyser la nouvelle configuration de l'intérieur de la tour. « Regarde !» fit Mortarion en indiquant l'écran. « Il n'y a rien que des tonnes de lithobéton au-dessus de nous. Mais regarde les relevés des dégâts au centre. Il y avait un puits à cet endroit. Il n'existe plus. »« Il y a encore des pics énergétiques et des signaux actifs en provenance des hauteurs, » observa Tertius. « Oui, mais dans une zone bien définie. C'est là notre objectif, et nous devons l'atteindre sans tarder. » À peine avait-il fini sa phrase que frère Nevac émit un message vox. Nevac était l'une des sentinelles postées par la Death Guard sur les remparts externes de la ruche. Quand Mortarion entendit la voix de Nevac, il sut qu'il était déjà trop tard. « Seigneur Mortarion, » l'informa Nevac, « il y a du mouvement au nord-ouest. Des contingents mécanisés sont en approche. » Leur longue marche avait duré toute la nuit. Aravusto Sarat, haut contrôleur de Pétarchia, devait se retenir en permanence d'ordonner au char d'avancer à sa vitesse maximale. Cela aurait impliqué de laisser l'infanterie en arrière. Il s'y refusait. Il voulait arriver à Protarchos accompagné de la pleine puissance de sa ruche. Et les armées des autres ruches n'allaient pas tarder à arriver. Pétarchia était la deuxième plus grosse ruche de Galaspar et la plus proche de Protarchos. C'était à elle que revenait l'honneur de porter le premier coup de la contre-offensive. À elle et à son haut contrôleur. En outre, du fait de la position géographique de Pétarchia, Tossarat disposait d'un point de vue privilégié sur le champ de bataille. La défaite de l'ennemi serait portée au crédit du seigneur contrôleur Stevang, bien évidemment. Mais Tossarat estimait que le rôle qu'il allait jouer dans le salut de Protarchos servirait son propre avancement au sein de la hiérarchie de l'ordre. Tossarat portait une combinaison de survie intégrale afin de pouvoir être assis dans la tourelle à ciel ouvert du char. La combinaison l'irritait et lui tenait chaud, mais elle le gardait en vie. L'air était si empoisonné qu'il aurait succombé en quelques minutes. Il voulait effectuer le voyage là où il pouvait voir tout ce qui l'entourait. Le spectacle était exaltant. Son char se trouvait au centre du premier rang. À sa gauche, à sa droite et derrière lui, se trouvaient des milliers et des milliers de blindés déployés en colonnes qui s'étiraient à perte de vue dans les trois directions. Entre les colonnes, des soldats marchaient, leur endurance renforcée par les drogues de combat.
Les forces étaient divisées en compagnies d'1 millier de chars et 100 000 soldats, chacune menée par un général. Il y avait des millions de troupes. L'armée recouvrait tout le paysage. Le sol tremblait sous le grondement des chenilles et le martèlement des bottes. Il y en avait des millions d'autres, pas très loin derrière. Les armées des autres ruches progressaient à un rythme soutenu. Elles allaient converger vers la sienne peu de temps après son arrivée à Protarchos. Le courroux combiné des ruches allait s'abattre sur les envahisseurs et les balayer de la surface de Galaspar. Rien ne pouvait se dresser face à une telle puissance. Avec une telle armée, Tosarat pouvait submerger des cités entières et les pulvériser intégralement. C'est ce que nous allons faire. Stevang s'est montré très clair. Employez tous les moyens pour détruire l'ennemi. Si vous devez abattre les murs de Protarchos pour ce faire, n'hésitez pas. Ils avaient passé cette interminable nuit dans l'expectative. Tosarat était resté assis dans la tourelle pendant les heures les plus noires, où les phares des chars peinaient à éclairer la route à plus de quelques centaines de mètres devant eux. Il n'y avait rien à voir d'ailleurs, à part le décor monotone de ces terres désolées à la surface fissurée. Le vent corrosif avait érodé la contrée jusqu'à ses fondations rocailleuses, sous la lumière crue des blindés. Le paysage prenait des allures d'immenses étendues d'ossements blanchis et de peaux craquelées. Les heures s'écoulèrent interminablement. Les rapports en provenance de Protarchos n'étaient guère encourageants. « Nous arriverons à temps », promit Tosarat à Stevang. « L'aube sera bientôt là, et nous serons présents. » Moins d'une heure plus tard, les ténèbres nocturnes cédèrent progressivement la place au gris, puis à une lueur brunâtre. Les moteurs des chars semblaient plus bruyants, comme s'ils accueillaient l'aube avec ferveur. Tosarat se pencha en avant pour tenter de voir un peu plus loin. L'air ondulait sous l'effet des toxines prismatiques. Des grains de sable cliquetèrent contre ses lunettes de protection. La silhouette de Protarchos émergea de la pénombre. Au début, la ruche n'était qu'une ombre, puis elle se mua en colosse de lithobéton. Tosarat poussa un petit cri en voyant le vaisseau gigantesque planté dans ses niveaux supérieurs comme une dague fichée en plein cœur. Ce spectacle instilla une pointe de doute en lui. Si l'ennemi est capable de faire ça, pensa-t-il. Il s'arracha à la contemplation du vaisseau et reporta une fois de plus son regard sur les rangs infinis de son armée. Cela le rassura. Peu importe ce que les envahisseurs avaient accompli, leur flotte était tenue en respect par les défenses planétaires. Ils n'étaient donc pas invulnérables. L'heure était maintenant venue de les châtier pour avoir posé le pied sur Galaspar. Tosarat se laissa retomber dans l'habitacle exigu et nauséabond du char. « Est-ce que nous sommes toujours en contact avec le seigneur contrôleur » demanda-t-il. « Oui, ô contrôleur » répondit le responsable des communications avant de lui tendre le casque. « Nous avons la ruche en visuel » dit Tosarat en s'adressant à Stevang. « Et nous avons survécu à cette nuit » répondit l'intéressé. « C'est la victoire que vous nous apportez. » La fréquence était saturée de parasites, mais Tosarat percevait malgré tout le soulagement qui le disputait à l'angoisse dans la voix de Stevang. Tertius à ses côtés, Mortarion courut jusqu'au poste d'observation de Nevac. Il avait été conquis récemment, et il ne leur fallut pas longtemps pour l'atteindre. L'accès se faisait par une brèche pratiquée au pied des murs extérieurs de la tour. À cette hauteur, le vent soufflait fort. Les poisons qui imprégnaient l'air de Galaspar se mêlaient à l'air de Barbarus dans le masque respirateur de Mortarion, ce qui liait un peu plus les deux planètes et intensifiait son envie de libérer le peuple de ce monde. Il était difficile de distinguer le sol au milieu de la brume polluée. Il était malgré tout impossible de ne pas voir les renforts de l'ordre. Un tapis d'insectes grouillants semblait recouvrir le paysage, du nord-ouest jusqu'à l'horizon. Une armée, colossale tant par la taille que par la puissance. Non loin de là se trouvait une partie des canons de défense planétaire. Ils firent feu sous les yeux de Mortarion. L'immense grondement des tirs déferla sur l'ensemble de la région. Un roulement de tambour qui tenait sa flotte éloignée. Les canons reculèrent, et les systèmes de rechargement imposants insérèrent de nouveaux obus dans les chambres. Ces mouvements lents, pesants et répétitifs transformaient les canons en bêtes mythiques, des monstres qui crachaient à tour de rôle leurs flammes vers les dieux. Dans le lointain, hors de vue, lui parvenaient les échos d'autres détonations. L'ordre n'avait pas encore été réduit à l'impuissance en dépit de toutes les blessures que Mortarion lui avait infligées. Il reporta son regard en arrière et leva les yeux vers la spire qui surmontait la tour. Elle avait disparu. « Ce n'est pas nous qui l'avons détruite, n'est-ce pas ?» demanda Tertius. « Elle n'a pas été détruite du tout, » répondit Mortarion. Le Force Horseman avait touché sa cible avec précision. La Death Guard avait frappé la ruche aussi haut que possible sans détruire la spire. En examinant la base épatée de la tour, il comprit ce qui s'était passé. « Ils l'ont rétractée, » expliqua-t-il. « C'était ça la vibration que nous avons sentie un peu plus tôt. » La Death Guard s'était emparée de la ruche, à l'exception de cette section bien précise, la plus cruciale. « Nous devons vaincre cette ultime défense avant que ces armées ne rasent la ruche, et nous avec, » ajouta-t-il. « Nous devons aider la flotte. » Il consulta les relevés augures montrant l'origine du groupe de signaux et réfléchit.
Il devait bien avoir 30 mètres de lithobéton entre le centre de commandement dissimulé et la position de la Death Guard. Il leur faudrait des heures pour se frayer un chemin à coups de charge explosive. Et alors, il serait trop tard. Il devait y avoir un moyen plus rapide d'accéder au centre de commandement. Les signaux étaient relativement proches du sommet de la spire. Mortarion examina l'extérieur de la tour. Les parois étaient hérissées de tourelles de défense, à l'instar des autres murs de la ruche. Les tourelles en dessous de leur position étaient inertes, privées de sources d'énergie. Celles sur la tour oscillaient inlassablement en quête de cible. Elles étaient alimentées par les générateurs situés à l'intérieur du bunker à la base de la tour. Le poste d'observation de Nevac était situé sous l'abri offert par un surplomb de lithobéton. Il était donc hors de vue des tourelles. Les canons étaient puissants, conçus pour abattre tout aéronef fondant vers la ruche. Ils n'étaient pas conçus pour éliminer des guerriers escaladant les parois. Il serait difficile de les cibler, mais pas impossible. En particulier si les dirigeants de l'ordre se moquaient des dégâts infligés aux murailles. Ce qui devait être le cas si leur protection était suffisamment épaisse. Tertius avait suivi son regard. « Une attaque de l'extérieur » demanda-t-il. « Oui, » confirma Mortarion. « Nous allons escalader et redescendre par le toit. »« Ça aussi, ça prendra du temps. »« Certes, mais pas autant, » dit Mortarion avant de reporter son attention sur l'armée en approche. « Une force réduite peut effectuer l'ascension, » poursuivit-il. « Si la contre-offensive peut être retardée un bref instant. » Un petit groupe lancerait l'assaut sur le centre de commandement pendant que le reste des légionnaires descendrait pour ralentir les chars. Si les blindés lourds n'étaient pas retardés, s'ils avaient l'opportunité de frapper l'extérieur de la tour avec l'intégralité de leur puissance de tir, l'ascension échouerait. Si l'ascension échouait, et si le centre de commandement n'était pas investi, tout était perdu. Le succès de l'attaque menée contre le système de Galaspa reposait uniquement sur la capacité à fournir un court répit au groupe chargé de l'ascension. Mortarion serra les poings. Il avait entrevu l'éventualité de ce qu'il devait faire à présent. Cela n'atténuait en rien la colère qu'il éprouvait. Sur Barbarus, il n'avait pu achever la libération sans l'intervention de son père parce qu'il n'avait pas réussi à escalader la forteresse située dans les hauteurs extrêmement toxiques sans sombrer dans l'inconscience. Il se retrouvait confronté à une autre ascension qu'il ne pourrait mener à son terme. Il ne pouvait se permettre de mener l'escouade qui effectuerait cette ascension. Sa présence était requise ailleurs, là où la bataille serait la plus âprement disputée. Là où la puissance de la Death Guard pourrait être déployée de la manière la plus efficace, là où les décisions qu'il serait amené à prendre se montreraient les plus cruciales. Il devait descendre dans la plaine, combattre au sol avec ses troupes, à peine une dizaine de milliers de guerriers contre des millions de soldats, sur un champ de bataille complètement découvert. « Tu sais quoi faire » dit-il à Tertius. « Oui, Seigneur Mortarion. Prends une escouade, je ne peux pas te donner plus. Une escouade suffira. »« Tu comprends combien il est crucial que tu t'empares du centre de commandement » demanda Mortarion. « Oui. » Rien ne doit ralentir ta mission. Mortarion ne prit pas la peine de le mettre en garde contre le recours aux armes phosphex. Tertius avait atteint le pied de la tour presque aussi rapidement que le primarque. Ce dernier savait que son capitaine de bataille ne reculerait devant rien pour accomplir sa tâche. « Rien ne me ralentira, » promit Tertius d'une voix sincère. « Bien. » L'heure était venue de se mettre en mouvement. Il y avait au moins une différence entre Galaspar et Barbarus. Il n'y aurait nulle intervention de son père ici. Il serait l'unique responsable de la victoire ou de la défaite. Quelques minutes plus tard, Mortarion descendait la montagne ivre de rage.